La coalition de Netanyahou se fera sans Lieberman. L'actuel ministre des Affaires étrangères, président du parti Israël Beitenu, a annoncé ce soir qu'il ne participerait pas au gouvernement en raison de désaccords profonds avec les partis religieux. On y revient dans une seconde. Le Front National décide du sort de Jean-Marie Le Pen sans Jean-Marie Le Pen. Le président d'honneur du FN a décidé de ne pas assister au bureau exécutif qui est chargé de juger ces dérapages verbaux. La décision n'est pas encore tombée. Nous serons en direct avec le député Gilbert Collard depuis Paris dans un instant. Et puis la nouvelle princesse britannique a désormais un prénom, Charlotte, suivi d'Elisabeth et Diana, hommage de William et Kate à toute la famille royale. Grand Direct, avec Jean-Charles Banoun. Bonsoir à tous. On peut parler d'un coup de théâtre à quelques jours de la date fatidique pour la présentation du nouveau gouvernement en Israël. Le ministre des Affaires étrangères, Avigdor Lieberman, a annoncé tout à l'heure qu'il ne fera pas partie de cette nouvelle coalition, ce qui donne à Netanyahou une majorité absolue, certes, mais qui ne tient désormais qu'à un siège. Des désaccords de fond entre les partis religieux et Lieberman n'ont apparemment pas pu être surmontés. Joseph Emmanuel. Il considère que ces demandes ne sont pas entendues par le Premier ministre Netanyahou. Avigdor Lieberman refuse donc d'entrer dans le prochain gouvernement israélien. Il était pourtant en position de force, en apparence du moins. De multiples sources font état depuis plusieurs mois d'un Lieberman lassé par ce qu'il ressent comme du mépris de la part du Premier ministre. La fin de non-recevoir qu'il adresse à Benjamin Netanyahou était attendue par les commentateurs politiques, mais reste surprenante. C'est par des mots durs que l'actuel chef de la diplomatie israélienne explique ses motivations et le dilemme auquel il a fait face. Finalement, notre dilemme a été de choisir entre nos principes et des sièges au Parlement. Nous avons choisi nos principes. Ce qui est en train de se construire n'est pas un gouvernement d'union nationale, mais un gouvernement d'opportunistes et de conformistes. 61 mandats pour la plupart signés, obtenus par le Premier ministre. Une majorité d'un siège sur un Parlement qui en compte 120. Une majorité affaiblie par le refus d'Avigdor Lieberman d'y ajouter ses 6 sièges, mais une majorité tout de même suffisante pour gouverner. Le parti d'Avigdor Lieberman se relègue donc tout seul dans l'opposition, alors que lui étaient offerts les prestigieux portefeuilles de l'intégration et des affaires étrangères, du jamais vu pour un parti ayant fait un score si faible lors d'élections. Alors pourquoi Avigdor Lieberman refuse-t-il d'intégrer le gouvernement? Lui fait part de désaccords sur des questions de fond avec les partis ultra-orthodoxes, au sujet par exemple de leur refus d'effectuer le service militaire. Son entourage fait part de motivations différentes, mal aimé par les cadres du parti Likoud et affaibli dans son propre parti dont l'électorat diminue à vue d'œil. Il sait qu'il n'a pas d'avenir politique. Benjamin Netanyahou a encore 2 jours pour former sa coalition gouvernementale. Et même si l'avenir politique d'Avigdor Lieberman s'assombrit, le Premier ministre pourrait tout de même laisser à son ancien colistier une porte ouverte en lui gardant au chaud les 2 portefeuilles proposés. Il s'efforce de constituer avec les partis nationalistes et religieux une majorité de 67 députés, une configuration qui ne sera pas possible sans l'entrée dans l'arène d'Avigdor Lieberman. Alors, Dror Even Sapir, bonsoir, analyste politique sur i24 News. Est-ce que Netanyahou peut gouverner sans Lieberman ce soir? Oui, il peut. 61 sièges, c'est la majorité sur les 120 que compte la Knesset. Il y a déjà eu des précédents dans l'histoire politique israélienne de gouvernements bénéficiant d'une aussi courte majorité, mais qui permettent de gouverner. Par contre, si le gouvernement Netanyahou veut instaurer de grandes réformes, des réformes ambitieuses, notamment dans le domaine économique, sous l'impulsion de celui qui sera très probablement le ministre des Finances, M. Kahlon, ce sera plus difficile parce qu'il va falloir trouver des majorités ad hoc et n'importe quelle petite faction à l'intérieur de cette coalition réduite peut faire l'appui et le beau temps. C'est pas une situation idéale, loin de là, et donc on imagine que Netanyahou tentera dans les semaines, peut-être dans les mois qui viennent, d'élargir tout simplement cette coalition. Alors justement, élargir, est-ce que cela peut se passer vers la gauche, ce qui pourrait poser évidemment beaucoup de problèmes? Alors écoutez, c'est un scénario dont beaucoup parlent actuellement. Le groupe parlementaire de l'opposition de centre-gauche, l'Union sioniste, s'est d'ailleurs réuni aujourd'hui, une réunion assez houleuse,
douteuse, où on a senti que des couteaux commençaient à être tirés pour la première fois en fait, depuis les dernières élections, et on sait que le Parti travailliste est divisé sur l'opportunité d'un ralliement au gouvernement Netanyahou. Et là, dans cette nouvelle configuration, pour le Parti travailliste, pour l'Union sioniste, rejoindre le gouvernement, le prochain gouvernement, ce serait de sauver en quelque sorte, puisque encore une fois, avec une majorité d'un siège, ce gouvernement peut tenir, mais ne peut pas faire grand-chose et est à la merci des caprices de chacune de ses composantes. Donc, à partir du moment où le Parti travailliste est en position de sauver en quelque sorte le futur gouvernement Netanyahou, de lui permettre de gouverner plus confortablement, eh bien, le prix de son entrée, de son ralliement, sera beaucoup plus élevé. Et pour convaincre les travaillistes de rejoindre le gouvernement Netanyahou, le Premier ministre Netanyahou va devoir consentir à de très importantes concessions dans le domaine de sa plateforme politique, peut-être sous la forme d'une initiative diplomatique vers les Palestiniens, et peut-être aussi avec une inflexion de la politique économique, donc, et des portefeuilles ministériels prestigieux à distribuer aux leaders travaillistes. Donc tout cela fait qu'encore une fois, les travaillistes peuvent exiger un prix beaucoup plus élevé pour leur aliment aujourd'hui. Alors dernière question, les vraies motivations de Lieberman, parce qu'on a parlé de désaccord avec les partis religieux, est-ce qu'il y a autre chose? Bon, alors ça c'est les prétextes, pourrait-on dire, dont Lieberman a parlé au cours de sa conférence de presse pour justifier cette décision un petit peu surprenante. On peut peut-être s'interroger sur des véritables motivations de Lieberman. Il y en a plusieurs. Il y a des rumeurs qui courent sur cette affaire, vous savez, qui avait entaché un grand nombre de membres de son parti Israël Beiteinu, affaire de corruption. On ne sait pas pour l'instant si lui-même y est mêlé ou non, mais il y a peut-être une relation de cause à effet. Et puis, il faut insister sur un point. L'électorat du parti d'Avigdor Lieberman se réduit comme une peau de chagrin. C'est un électorat vieillissant, celui des anciens nouveaux immigrants de l'ex-Union soviétique qui sont arrivés dans les années 90. Un électorat qui se réduit parce que les jeunes votent aujourd'hui beaucoup plus volontiers, les jeunes issus de cette immigration-là, pour le Likoud que pour le parti de Lieberman. Lieberman, au sein même du Likoud, n'a pas non plus d'avenir politique. Donc, un Avigdor Lieberman sans avenir politique, il le sait. C'est un Avigdor Lieberman sans poids politique, et s'il était resté au gouvernement, eh bien Benjamin Netanyahou aurait pu rogner les prérogatives du ministère des Affaires étrangères et également les champs d'action d'Avigdor Lieberman en tant que chef de la diplomatie. De ça, Avigdor Lieberman ne voulait pas entendre parler, bien évidemment. Merci, Dror Even-Sapir. On y reviendra dans une heure avec justement des réactions au sein des partis politiques israéliens. La politique en France, à présent, Jean-Marie Le Pen a-t-il un avenir au sein du Front National? C'est une question à laquelle tentent de répondre depuis cet après-midi les membres du bureau exécutif du FN, après une journée plutôt mouvementée, car il y avait auparavant un bureau politique, on va y revenir. Ce sont évidemment les récents écarts de langage qui sont en cause de Jean-Marie Le Pen. Cela n'entre plus dans la ligne définie par sa fille Marine Le Pen. Léa Berdugo. Il est arrivé aux alentours de 10 h au siège du Front National. Jean-Marie Le Pen s'est rendu au bureau politique tendu mais pas injurieux selon certains participants. Le bureau a désapprouvé les propos du président d'honneur du FN car il a multiplié les provocations ces dernières semaines sur la Shoah ou l'immigration. Jean-Marie Le Pen a par exemple défendu le maréchal Pétain, le monde blanc ou encore répété sa vision des chambres à gaz qu'il qualifie de détail de l'histoire de la Seconde Guerre mondiale. Mais un peu plus tard, le président d'honneur a tenu à montrer son opposition et a refusé d'aller au bureau exécutif auquel il a été convoqué, et il parle de lui à la troisième personne. Le président fondateur du Front National estime que c'est contraire à sa dignité de se présenter devant une assemblée, comment dirais-je, disciplinaire, alors qu'il s'estime parfaitement innocent et avoir agi dans le cadre de son mandat de parlementaire, car un parlementaire, c'est payé pour parler. Les options envisagées sont les suivantes: avertissement, blâme, suspension, exclusion ou alors retrait de la présidence d'honneur. Car depuis plusieurs semaines, les griefs des membres du FN envers son président d'honneur n'ont cessé d'augmenter. Marine Le Pen a ainsi déclaré dimanche que son père ne devait plus s'exprimer au nom du Front National. Les dernières sorties de Jean-Marie Le Pen ont continué d'entacher les relations qu'il entretient avec sa fille Marine, qui tient depuis plusieurs années à polir l'image du Front National par une stratégie de dédiabolisation. Une politique qui marche. Selon un sondage BVA publié samedi, près d'un Français sur 3 souhaite que Marine Le Pen ait plus d'influence dans la vie politique, son record sur ce type d'études.
Alors la décision n'est toujours pas prise, en tout cas semble-t-il à l'heure qu'il est. La réunion se poursuit. On va retrouver en direct de Paris donc le député du Rassemblement Bleu Marine, Gilbert Collard, député du Gard. Bonsoir, merci d'être avec nous, Gilbert Collard. Apparemment c'est très compliqué, semble-t-il, pour ce bureau exécutif de prendre une décision. On dit qu'il hésite entre lui retirer la présidence d'honneur ou l'exclure. Vous avez ce genre d'informations ? Écoutez, bon, d'abord, le bureau politique a pris une décision importante. Il a décidé que, en aucun cas, plus jamais, la parole de Jean-Marie Le Pen pourrait engager le Rassemblement Bleu Marine ou le Front National. Cela veut dire qu'il va être enfermé dans une espèce de solitude sonore dans laquelle il pourra dire ce qu'il voudra, mais cela n'engagera que lui. Nous ne supportons pas les propos qu'il tient sur le maréchal Pétain, sur la Shoah, sur la race blanche. On condamne ces propos. Et franchement, on est blessé d'être chaque fois entraîné par ces propos dans le même mouvement. On ne veut plus, on ne veut pas. Donc maintenant se pose la question qui appartient au bureau exécutif de savoir quelles sanctions prendre. L'exclusion paraît difficile parce qu'elle relève du congrès du parti. C'est statutaire. Il faudrait donc, Marine Le Pen l'a évoqué, qu'on organise un congrès pour lui retirer le titre de président d'honneur. Mais déjà, il est frappé d'une exclusion verbale. Et je crois que, après le retrait qui lui a été infligé de la direction de la liste en PACA, cette sanction qui vient de tomber, qui lui interdit de parler pour nous et en notre nom, montre que Marine Le Pen a une détermination qui est très ferme. Mais justement, quand on voit la manière avec laquelle il s'est invité au rassemblement du 1er mai, ce côté très théâtral, ça paraît difficile de l'éviter. Comment est-ce que vous allez faire? Parce qu'il aura toujours finalement cette présence dans ce mouvement qui est à lui. Est-ce qu'il ne faudrait pas finalement changer de parti, changer de nom? Écoutez, on est en présence d'un personnage qui exprime une énormité théâtrale, hein. Il faut le reconnaître. Dans ce monde où les politiciens sont un peu fades, mous, lui, il est tonitruant, hein. Donc on ne l'empêchera pas de parler. La seule chose qu'on peut faire, c'est l'empêcher de parler en notre nom. Après, la question du changement de nom du parti sera forcément évoquée, comme la question d'un congrès dont Marine Le Pen a déjà parlé pour remettre les choses à leur place, hein. Mais tout cela va se faire avec le temps nécessaire et surtout, on y tient, nous. Et moi, j'y tiens aussi beaucoup, le respect des formes juridiques. Parce que Jean-Marie Le Pen est un vieux matou du droit, hein. Et si on faisait la moindre entorse à la règle de droit, il saurait s'en servir. Gilbert Collard, est-ce que vous pensez que le Front National, ou un autre nom, si vous décidez un jour de changer de nom, pourrait redevenir un parti normal même sans Jean-Marie Le Pen? Parce qu'on voit bien qu'il y a toujours, on a vu l'affaire des Femen, on a vu des journalistes qui ont été agressés lors de ce rassemblement du 1er mai. Il y aura toujours ce genre de choses autour de Marine Le Pen? Écoutez, franchement, j'y étais, je n'ai pas vu de journalistes agressés. J'ai vu des journalistes du petit journal ridiculisés par un monsieur aux cheveux blancs qui s'appelle Bruno Gollnisch, qui tapait avec un parapluie, comme ma grand-mère le faisait sur les chenapans, pour chasser un micro espion. Et j'ai visionné le fonctionnement de la plupart des services d'ordre des différents partis. Je vous assure qu'ils ne sont pas tendres. On est un parti politique comme les autres. Ce qui parfois nous entraîne, c'est les propos que Jean-Marie Le Pen tient et qu'on dénonce. Mais la classe politique française est tellement contente de pouvoir nous diaboliser. Nous qui posons les problèmes du terrorisme, les problèmes de l'immigration. Je suis même allé jusqu'à dire, moi, qu'on devrait adopter certaines des mesures qui sont appliquées en Israël pour lutter contre le terrorisme. Et je me suis fait insulter. Bon, on dit la vérité, nous, on dit la vérité. Alors pour nous faire taire, on utilise le diable. Et parfois le diable, il s'habille en rouge. Jean-Marie Le Pen est venu sur l'estrade où sa fille allait parler, habillée de rouge.
C'est inconcevable la manière dont il a essayé de parasiter le discours de sa fille. Nous, on est un parti républicain, respectueux de la légalité, respectueux des gens, mais on ne veut pas abandonner notre France. Et je crois que tous ceux qui aiment leur pays peuvent le comprendre. Un dernier mot, parce que c'est vrai que quand on regarde les sondages, toutes ces affaires ne semblent pas avoir d'influence sur la popularité de Marine Le Pen. Ça vous surprend ou pas? Mais pas du tout. Pas du tout. Parce qu'aujourd'hui, il y a deux mondes. Il y a le monde médiatique, qui est un monde de salon clos, et il y a le monde de la vie, qui est le monde de la rue, qui est le monde de l'entreprise, qui est le monde de la campagne, qui est le monde des cités, qui est le monde de l'industrie, où les gens souffrent. Et il y a une colère qui s'entend comme le bruit lointain de la mer, et le bruit se rapproche. Et cette colère, les gens savent très bien qu'on est les seuls à pouvoir l'assumer, parce qu'on n'a pas peur, parce qu'on a tout diagnostiqué de ce qui arrive, parce qu'on est capable de prendre des risques, même le risque de déplaire aux médias, vous vous rendez compte, pour dire la vérité. Et le travail se fait tout seul. Et tout ce qu'on peut raconter sur nous n'a aucun impact dans l'opinion publique. Aucun. Un dernier mot, vous l'avez trouvé comment, Jean-Marie Le Pen, aujourd'hui, lors du bureau politique? Comme d'habitude? Un peu quand même, un peu touché quand même, silencieux, immobile, vindicatif, ne comprenant pas, c'est ça qu'il y a de plus extraordinaire, ne comprenant pas qu'il y a un moment dans la vie des plus grands orateurs, des plus grands tribuns, des plus grands breuteurs, où il faut ranger la parole, où il faut ranger l'épée, parce que l'heure vient et c'est une question qui se pose à chacun de nous. Serons-nous capables, quand l'heure viendra, de nous retirer, ou est-ce qu'on va continuer à jouer sur la scène comme un vieil acteur shakespearien qui voit que le public s'en va? Voilà. C'est en même temps très triste, parce que c'est vrai que Jean-Marie Le Pen a été le porte-avions duquel Marine a décollé, mais autre temps, autre mœurs. Marine, elle est dans la post-modernité. Jean-Marie, il est dans la guerre d'Indochine, dans la guerre d'Algérie, dans la période de l'occupation. Bon, c'est un autre temps, condamnable certes, mais qui ne peut pas régler nos problèmes d'aujourd'hui, qui sont ceux que j'évoquais rapidement tout à l'heure. Merci Gilbert Collard, député du Gard pour le Rassemblement Marine, d'avoir été avec nous depuis Paris. Donc toujours pas à l'heure qu'il est de décision concernant le sort politique que réserve le Front National à son fondateur Jean-Marie Le Pen. Merci à vous. L'agitation en Syrie, de l'autre côté du Golan israélien aujourd'hui, 2 obus de mortier ont explosé, blessant notamment 2 casques bleus de l'ONU qui sont situés justement entre la frontière israélienne et la frontière syrienne. Des combats auraient éclaté entre les rebelles djihadistes et le Hezbollah dans le secteur clé de Kalamoun. Contrat signé pour la France au Qatar. François Hollande était à Doha aujourd'hui pour officialiser la vente de 24 avions Rafale au Qatar. Un contrat important économiquement, on en a parlé, mais qui est aussi l'occasion pour Paris de reprendre pied au Moyen-Orient dans un paysage tourmenté par les conflits. Le président français va ainsi participer à un sommet arabe à Riyad. Julia Ganancia. Bon choix, lance le président français au Qatar. Les 2 pays viennent de signer un contrat de 24 avions de combat Rafale pour un montant de 6 milliards et 300 millions d'euros. Les sourires sont de circonstance. Aux côtés de l'émir du Qatar, François Hollande s'est félicité de cette vente au riche État gazier. C'est le 3e succès commercial que nous pouvons enregistrer avec les Rafales. Il y a d'abord eu le contrat égyptien, puis ensuite il y a eu ce que nous avons obtenu du Premier ministre Modi, c'est-à-dire une commande immédiate de 36 Rafales, c'était le contrat indien, et puis maintenant le contrat avec l'Émirat du Qatar. Au total, la France a récolté en ce début d'année plus de 15 milliards d'euros dans le seul secteur de l'armement, plus que les 8 milliards d'euros engrangés en 2014. Une hausse d'exportation des armes françaises bienvenue dans une économie malmenée par la crise. Et cette belle éclaircie économique devrait continuer. François Hollande s'est rendu ce lundi en Arabie Saoudite pour assister au sommet du Conseil de coopération du Golfe, une première pour un chef d'État occidental. Il faut dire que les Saoudiens apprécient la politique moyen-orientale de François Hollande qui s'est montré très ferme face à Damas ou à Téhéran. Il a clairement choisi son camp, celui des monarchies sunnites du Golfe, à la différence de Barack Obama qui suit une diplomatie plus brouillonne.
Mais derrière cette visite diplomatique se cachent des projets de coopération bilatérale. À l'issue de ce séjour, une feuille de route politique, économique, stratégique et militaire devrait être signée entre les deux pays. Dans un contexte lourd d'enjeux, les sujets de discussion franco-saoudienne ne manqueront pas. L'État islamique et autres groupes terroristes, les ambitions de l'Iran qui normalise peu à peu ses relations avec l'Occident et les frappes aériennes menées par le Royaume contre la rébellion houtiste au Yémen. On a appris aujourd'hui que c'est ce jeudi que la justice indonésienne doit se prononcer sur le cas du Français Serge Atlaoui. C'est l'ultime recours administratif contre la condamnation à mort du ressortissant français jugé coupable de trafic de drogue et qui attend dans le couloir de la mort depuis 2007. La semaine dernière, une vague d'exécution de ses co-détenus a eu lieu. L'une des images du jour, c'est Benyamin Netanyahou qui reçoit le soldat dont la vidéo le montrant frappé par des policiers israéliens sans raison apparente a mis le feu aux poudres ces derniers jours. Cela a entraîné des manifestations de juifs éthiopiens et les violences dont on va reparler hier soir à Tel Aviv. Mais regardez tout d'abord et écoutez ce que se sont dit les deux hommes. Comment te sens-tu? Grâce à Dieu, merci beaucoup. J'ai appris que tu étais un excellent élève et j'ai aussi compris que tu te portais volontaire le week-end, n'est-ce pas? On me l'a dit, tu travailles beaucoup. Je suis très heureux de te voir ici et je tiens à te dire que j'ai été horrifié par ce qui s'est passé. Nous ne pouvons accepter une telle chose, la police s'en occupe, il faut faire changer les choses. Mais je t'ai aussi écouté et tu as dit que tu refusais la violence. C'est important. Ça forge un leader et qui sait, peut-être que quelque chose de bien va sortir de toute cette histoire. Avec l'aide de Dieu. Avec l'aide de Dieu. Alors Israël sous le choc des violences d'hier soir lors de la manifestation des Israéliens originaires d'Éthiopie. Une soixantaine de blessés lors d'affrontements violents entre la police et les manifestants à Tel Aviv. La plupart des blessés sont des policiers victimes de jets de projectiles. Manifestation qui était organisée au départ pour lutter contre la violence policière dont les Éthiopiens se disent victimes. Le récit de Myriam Aman. Le chaos sur la place Rabin, au cœur de Tel Aviv. De longues heures de violence entre police et manifestants. Des images rares pour la capitale économique du pays. Tout avait pourtant bien commencé. Des milliers d'Israéliens d'origine éthiopienne se sont donné rendez-vous dimanche à Tel Aviv. Les manifestants réclament justice après qu'un des leurs ait été brutalisé par la police il y a une semaine. Plus globalement, ils dénoncent les discriminations dont ils s'estiment victimes. La manifestation démarre dans la zone d'affaires, se poursuit sur le périphérique de Tel Aviv, jusqu'au point de rendez-vous, la place Rabin dans le centre-ville. La tension est palpable à chaque instant. Mais la manifestation se déroule plus ou moins dans le calme. Et puis, les choses dégénèrent. Deux versions s'affrontent. Celle des manifestants qui accusent la police d'avoir fait un usage abusif de la force. J'étais ici et c'est la police qui a chargé. Il y avait un cercle de personnes calmes, assises. Un véhicule avec un lance-eau est arrivé et nous a visés directement. Puis ils ont jeté des grenades assourdissantes. Selon la police, des manifestants ont jeté des pierres et des bouteilles sur les forces de l'ordre, obligeant les agents à réagir et à disperser la foule. Chars anti-émeutes, gaz lacrymogène, grenades assourdissantes, c'est le chaos sur la place Rabin. Des manifestants s'en prennent aux motos garées à proximité, brisent des pare-brises de voitures, cassent des vitrines des commerces à proximité. Bilan de la soirée, 56 policiers et au moins 12 manifestants blessés. 46 personnes ont également été interpellées. Le calme est finalement revenu à 2 h du matin. Alors aujourd'hui, on a vu tout à l'heure l'image du Premier ministre Netanyahou avec le soldat d'origine éthiopienne, mais il y a eu également, toujours de la part de Benyamin Netanyahou, une rencontre avec des représentants de la communauté éthiopienne qui ont été reçus pendant près de 3 heures et le Premier ministre a appelé ensuite à éradiquer, je cite, le racisme en Israël. Que ressentent justement ces jeunes Israéliens d'origine éthiopienne et pourquoi une telle explosion de colère ? Reportage dans un quartier de Tel Aviv où réside une partie de ces Éthiopiens israéliens. Maxime Pérez. Une communauté éthiopienne groggy au lendemain des violentes émeutes qui ont secoué Tel Aviv. Yohannes et Iftar étaient de ceux qui étaient venus faire passer leur message.
dénoncer le racisme institutionnel. Mais il raconte avoir été confronté à la brutalité policière. C'est la police qui a commencé, cette fois également. Quand je les ai vus tirer des gaz lacrymogènes, j'ai interpellé un officier pour lui dire que les policiers s'arrêtent, sinon la situation allait dégénérer. Mais c'est comme si je parlais à un mur. Il y a 3 ans, en 2012, Yohannes et Iftar avaient initié un premier mouvement de protestation. Aux responsables du gouvernement israélien qu'ils avaient rencontrés, ils parlaient de bombes à retardement. Mais personne ne les a écoutés. Tout est parti d'un dérapage policier, mais il n'est pas question que de ça ici. Toute la négligence des autorités, l'échec des politiques d'intégration de notre communauté, notre frustration, elle est due à un ensemble de choses. L'éducation, la religion, la violence policière. Et les boîtes de nuit? Oui, on nous empêche de rentrer dans des boîtes de nuit à cause de notre couleur. Ces 20 dernières années, les humiliations endurées par la communauté éthiopienne ont laissé des traces. Quand on jette les dons du sang éthiopien, quand on injecte à nos femmes toutes sortes de piqûres. Oui, pour les rendre stériles, pour réduire leur fertilité. Moi, personnellement, et je m'excuse si je blesse certaines personnes, mais ça me fait penser à Mengele. Après les incidents de ces derniers jours, beaucoup de voix dans la communauté éthiopienne demandent justice. Cette lutte, c'est celle de la nouvelle génération. Une génération qui est née, qui a grandi ici et qui a reçu la même éducation que tout le monde, sans parler du fait qu'on sert le pays dans l'armée. On est des jeunes et on ne sera pas comme nos parents. Eux se sont tus, eux étaient gentils. Tout ça a changé. Avant de partir, Yohannes et Iftar croisent justement la route d'un ancien. Yossi, arrivé au moment de l'opération Salomon dans les années 80, donne pleine légitimité aux jeunes de sa communauté. Il y en a marre, il y a trop de discrimination. Ça fait 30 ans que je suis ici et j'en ai vu des choses au travail, partout. Mais c'est notre pays, nous sommes chez nous et nous avons des droits comme n'importe quel citoyen de ce pays. D'autres rassemblements sont prévus dans les prochains jours et pourraient s'étendre dans tout le pays. Les Falachas sont loin d'avoir dit leur dernier mot. Voilà donc pour ce reportage de Maxime Pérez. On va en reparler dans un instant, juste après la pause. Nous serons avec 2 invités pour évoquer donc, ces problèmes de racisme que rencontrent les juifs éthiopiens en Israël. S'agit-il donc d'un problème de société? S'agit-il d'un problème que la classe politique doit maintenant prendre en compte de manière plus large, plus globale, comme l'a dit, semble-t-il, le Premier ministre aujourd'hui? On va en parler dans un instant, juste après la pause. Restez avec nous. À tout de suite. En Israël, la coalition du nouveau gouvernement se fera sans le ministre des Affaires étrangères, Avigdor Lieberman, annonce qu'il ne participera pas à cette coalition. Désaccord avec les partis religieux. Le Front National, lui, n'a toujours pas décidé du sort de Jean-Marie Le Pen. Jean-Marie Le Pen qui n'a pas voulu se présenter devant le bureau exécutif aujourd'hui. Ce bureau qui doit juger ses récents dérapages verbaux. La nouvelle princesse britannique a ce soir un prénom, Charlotte, suivi d'Elisabeth et Diana. Hommage de William et Kate à toute la famille royale. La Maison-Blanche affirme ce soir que rien ne justifie la tentative d'attentat qui a eu lieu au Texas ce matin. Cela s'est passé dans un bâtiment abritant un concours de caricatures de Mahomet. Cela rappelle évidemment ce qui s'est passé à Paris au mois de janvier dernier dans les locaux de Charlie Hebdo. Mais cette fois, les 2 hommes armés qui ont tenté de pénétrer dans le bâtiment en ouvrant le feu ont été immédiatement abattus par les gardes postés à l'extérieur de ce bâtiment de Garland. Julia Ganancia. Des rafales de tirs provenant de l'extérieur du bâtiment viennent de retentir. C'est la panique. Le concours de caricatures sur le prophète Mahomet doit être interrompu. À l'intérieur, ces policiers invitent les participants à rester à l'abri. Ce qui nous préoccupe, c'est la zone de stationnement. Vous ne pouvez pas accéder à vos véhicules. Nous allons vous escorter et des bus viendront vous chercher. La fusillade a lieu à la fin de la manifestation. Les 2 hommes ont blessé un officiel de sécurité de la ville avant d'être neutralisés par la police. Très vite, les commerces environnants sont évacués, de même que le centre où se déroulait l'événement. La police de Garland estime que le véhicule en cause pourrait
pourrait contenir des explosifs et une équipe de démineurs est sur place. Les policiers étaient tout près. Ils ont vu ce qu'il se passait et ont tué 2 hommes près de leur véhicule. À cause de tout ce qui se passe aujourd'hui et de tout ce qui s'est déjà passé, nous avions des raisons de croire qu'il y avait une bombe dans la voiture. Donc notre unité de démineurs s'est rendue sur place. Ils sont toujours en train de travailler sur le véhicule. Nous n'avons pas encore pu identifier les corps car ils sont tout près de la voiture. Un des suspects a été identifié ce lundi comme étant Elton Simpson, un habitant de l'Arizona qui, selon un cadre du FBI, faisait précédemment l'objet d'une enquête terroriste. Des agents du FBI et une unité de déminage ont perquisitionné son domicile dans le nord de Phoenix. La police pense que Simpson pourrait être à l'origine de messages suspects sur Twitter, le dernier message étant un hashtag Texas Attack envoyé environ une demi-heure avant la fusillade. Pour les habitants de Garland, c'est l'incompréhension. Ici, il y a 2 ou 3 mosquées et personne n'a de problème. Je ne sais pas ce qui a poussé ces gens à faire ça. Peut-être dans leur propre intérêt, je ne sais pas. Ça m'énerve vraiment que ça ait lieu dans ma communauté. On voit ça à la télé, de la violence, parce que des groupes religieux n'arrivent pas à coopérer, à se tolérer. Ça m'énerve vraiment. Le concours de caricature était organisé par une association connue pour ses positions anti-islam. Le prix du vainqueur, $10 000. L'homme politique profondément anti-islam, Geert Wilders, était présent à l'événement, mais a quitté la manifestation peu de temps avant la fusillade. Les États-Unis qui aident à lutter contre le terrorisme en Afrique également, aux côtés du Kenya, dans un pays très touché par les violentes attaques terroristes islamistes ces derniers temps. C'est le message qu'est venu apporter aujourd'hui le secrétaire d'État américain John Kerry. Et c'est là-bas également que compte se rendre très prochainement Barack Obama, dont on n'ignore pas qu'une partie de la famille est originaire de ce pays, le Kenya. Elsa Pariente. Dénoncer et rendre hommage, 2 éléments clés dans la visite de John Kerry au Kenya. Un mois après l'attentat de Garissa qui avait coûté la vie à 148 personnes, le secrétaire d'État américain veille à réaffirmer son soutien dans la lutte contre le terrorisme menée par le Kenya. Un discours prononcé au mémorial érigé sur le site de l'ancienne ambassade américaine, cible d'un attentat d'Al-Qaïda en 1998. Un lieu chargé d'émotions où il déposait une gerbe un peu plus tôt. Ne commettons pas d'erreur. Il y a plus de force dans le respect et la solidarité que nous avons les uns envers les autres qu'il ne peut y en avoir dans une attaque terroriste. Donc mettons-nous d'accord. La seule place pour Al-Qaïda, Al-Shabaab, Boko Haram, Daesh et les autres est le passé. Le futur ne leur appartient pas. John Kerry prépare par cette visite celle du président Obama prévue fin juillet. Un voyage controversé qui aura finalement lieu, une façon pour le président américain de renouer avec ses origines kenyanes. Le secrétaire d'État américain a pour sa part rencontré le président Kenyatta, une rencontre de laquelle rien n'a filtré. En toile de fond de ce voyage, les droits de l'homme au Kenya bafoués selon des ONG au nom de cette lutte contre le terrorisme. Voilà, et John Kerry depuis le Kenya qui a évoqué les événements qui se sont produits en Israël, les manifestations d'Israéliens d'origine éthiopienne, en se disant confiant qu'Israël mènerait les enquêtes nécessaires pour examiner les violences qui ont touché cette communauté. Bonsoir Daniel Haïk, on va y revenir avec vous évidemment. Je salue également depuis notre studio à Paris Emmanuel Yerdaï, qui est israélien justement d'origine éthiopienne. Bonsoir Emmanuel, vous nous témoignerez justement de votre expérience dans un instant. D'abord Daniel Haïk, un mot sur les mesures, parce que le calme semble revenu ce soir. Est-ce que c'est un calme apparent? Est-ce que des mesures vont être annoncées pour mettre fin à cette violence? On a le sentiment que les dirigeants israéliens ont voulu calmer les esprits après la manifestation violente d'hier. Comment calmer les esprits? En reconnaissant une partie de responsabilité dans ce qui se passe au sein de la communauté des originaires d'Éthiopie. C'est ce qu'a fait ce matin Reuven Rivlin, le président de l'État, en affirmant « Nous n'avons pas été suffisamment à l'écoute de cette communauté ». C'est ce qu'a fait aussi Benyamin Netanyahou ce soir à la Knesset, en affirmant qu'il y avait un problème plus important, plus profond qu'on ne l'imaginait. Entre-temps, Benyamin Netanyahou a rencontré les responsables de la communauté. Il a rencontré également le soldat qui a été battu par les policiers israéliens. À l'issue de cette rencontre qui a été longue, au cours de laquelle on a été présent également des responsables de la police et des responsables de plusieurs ministères, il a été décidé de créer une commission d'enquête, une commission interministérielle qui sera présidée par Benyamin Netanyahou et qui devra traiter des sujets, des dossiers qui sont les dossiers les plus problématiques pour cette communauté par rapport à ce que les responsables de cette communauté ont évoqué selon certains
témoin, Binyamin Netanyahou et les autres responsables israéliens auraient été particulièrement choqués de certaines déclarations concernant justement des actes de violence de la part de la police envers la communauté des originaires d'Éthiopie, les jeunes en particulier. Alors, Emmanuel Yardey, rebonsoir à vous, donc merci d'être avec nous. Vous vivez à Paris, mais vous êtes israélien, vous êtes musicien de profession. Est-ce que vous ne vivez plus en Israël justement parce que vous ne voulez plus vivre ce qu'on a vu dans cette vidéo, ce qu'a vécu ce soldat d'origine éthiopienne? Disons que c'est un facteur assez important. C'est-à-dire, vous avez été confronté à ça? Bien sûr, on est tous confrontés au quotidien. Moi, personnellement, j'ai eu des situations assez difficiles avec les gens d'ordre, quoi, les policiers, quoi. Donc, c'est pas directement à cause d'un policier que je suis parti d'Israël, mais cette ambiance qui est un peu opprimante, je voulais plus la subir. Quand vous avez vu ce qui s'est passé là hier soir à Tel Aviv, ces manifestations qui ont dégénéré, qu'est-ce que ça vous inspire? Qu'est-ce que vous vous dites? D'abord, quand j'ai entendu l'histoire de ce magnifique garçon qui a subi ce qu'il a subi, j'ai vu la vidéo, j'ai fondu en larmes parce que je trouvais ça vraiment abominable. Et toute la journée, je n'étais pas bien. Ensuite, puisque ça déjà c'est venu pour nous à un moment qui est très précis, lorsque nous étions en deuil pour ce qui s'est passé en Libye, pour ceux qui ont oublié, où on a tué 28 de nos compatriotes. Et ça a survenu en ce moment précisément, ce qui s'est passé en Israël. Et on a vu ensuite les manifestations que, à mon avis, auraient dû éclater il y a fort longtemps. Et je pense que c'est une bonne chose parce que les gens ils commenceront à comprendre un peu que c'est allé trop loin. C'est allé trop loin et c'est systématique, quoi. Ça date pas d'aujourd'hui. Est-ce que vous diriez, Emmanuel Yardey, que le racisme en Israël envers les juifs éthiopiens provient essentiellement on va dire, des forces de l'ordre, ou est-ce que c'est la société dans son ensemble? Est-ce que c'est la classe politique? Comment vous analysez tout cela? Eh ben, je dirais que il est assez c'est un racisme institutionnel, je veux dire. C'est pas seulement les forces d'ordre. Je pense que c'est pas nouveau. On va pas faire des cours d'histoire maintenant. Il y a eu beaucoup d'aliyot en Israël qui ont subi chacune à son moment a subi de racisme. Seulement que maintenant, la seule différence, c'est que nous sommes la seule minorité apparente et ça fait que la dimension elle est beaucoup plus importante. Daniel Haïk? Oui, mais j'essaye à nouveau de voir les bons côtés des choses. C'est-à-dire que je dis d'où vient cette communauté, d'où vient la communauté des originaires d'Éthiopie, d'une période, d'un autre âge, presque d'une autre civilisation. Le choc culturel que cette communauté a subi en quelques années est sans précédent. Et donc, on ne peut pas faire abstraction de cet état de fait lorsque l'on parle de cette communauté. Et tout ce que l'on peut faire comme comparaison n'est pas véritable, puisqu'il n'y a aucun pays occidental qui a accepté d'intégrer dans sa population une communauté qui était tellement détachée, qui n'avait pas subi la révolution industrielle, qui vivait presque au XVIIIe siècle, si on veut dire au XIXe siècle. Donc cette communauté, elle a connu des difficultés, mais elle a aussi des succès. Et lorsque, par exemple, je vais citer un chiffre, c'est peut-être un peu démagogique ce que je fais, mais je pense que ça fait partie
de la manière dont on doit comprendre aussi la réalité en Israël. Lorsqu'on dit qu'il y a 54% des jeunes Éthiopiens qui ont le baccalauréat en Israël, et alors que la population, la moyenne nationale est de 75%, on peut se révolter, dire pour comment seulement 54%, mais on peut dire au contraire, on peut dire 54%, c'est-à-dire que la moitié, 25 ans après l'aliyah de ces juifs d'Éthiopie, eh bien la moitié de cette population peut passer le baccalauréat et donc le considérer comme quelque chose d'extrêmement positif. Et je crois que c'est tout à chaque fois une différence de perception, de la manière dont on comprend ce qui s'est passé. On ne peut pas faire abstraction de ce qui s'est produit au cours des dernières années. Il y a eu des progrès, il y a eu des erreurs bien entendu commises, il y a des problèmes. Les responsables israéliens le reconnaissent aujourd'hui. Il y a même Benjamin Netanyahou a entendu le témoignage d'une mère cet après-midi, ce matin dans son bureau, une mère qui disait que ses 5 enfants se sentaient prisonniers en Israël de par la couleur de leur peau. Je peux peut-être supposer que c'est ce qu'a ressenti à un moment Emmanuel, mais on ne peut pas faire abstraction du chemin parcouru par cette communauté également. Alors Emmanuel, répondez justement, est-ce que vous sentez ce sentiment, vous avez ressenti cela ? D'abord, excusez-moi, je ne connais pas le nom de monsieur qui vient de parler. Daniel Haïk. Monsieur Daniel, donc je voulais répondre à ce qu'il a dit. On ferait mieux de faire attention que historiquement, traditionnellement, la position de l'État d'Israël à l'égard de la communauté Beta Israël était de ne pas nous accepter en Israël. C'était ainsi depuis 40 ans. Donc, ce n'est pas la peine de dire maintenant que... c'est pas tout à fait vrai. C'est pas tout à fait vrai. Ça se passe bien. Aujourd'hui, pendant que nous parlons, monsieur Daniel, moi j'étais à Gondar il y a peu de temps. Il y a encore beaucoup des Éthiopiens, Beta Israël, qui se voient refuser d'entrer en Israël. D'abord, pour commencer. Donc, ceux qui ont œuvré dans ce sens-là, c'était notamment des gens qui sont plus parmi nous. J'ai compte peu, c'est des gens comme Hezir Ovadia, comme les Américains, comme les vieux, qui sont beaucoup parmi eux, ne sont plus là. Mais l'État d'Israël n'a jamais voulu Beta Israël en Israël. Maintenant, on est là. Que fait-on avec cette communauté? C'est ça la question. Donc maintenant, de voir qu'il y a 80%... Je vais vous laisser répondre dans un instant, mais je voudrais une dernière question, Emmanuel. Mais comment vous vous sentez en France? Parce qu'on dit aujourd'hui que c'est très dangereux d'être juif en France. Est-ce que vous trouvez que c'est plus dangereux d'être en France qu'en Israël ou pas? C'est une question que beaucoup de gens me demandent. Le danger ne nous est pas étranger. On est croyant. Il y a un bon Dieu. Et si vous me posez cette question-là... Bon, je suis là par un choix. C'est Israël aujourd'hui, je ne me vois pas vivre là-bas pour plein de raisons, surtout ces raisons que vous venez d'évoquer. Merci Emmanuel Yardaï d'avoir été en direct avec nous depuis Paris. Donc témoignage justement d'un Israélien d'origine éthiopienne qui a choisi lui de partir d'Israël. Merci à vous pour ce témoignage. Daniel Haïk, vous vouliez répondre justement? Oui, par rapport à l'aspect historique, je pense qu'on ne peut pas faire là aussi. Il faut rappeler l'histoire. C'est que d'abord c'est l'État d'Israël qui est allé chercher cette communauté par 2 opérations en 1984 et en 1991, opération Moshe et l'opération Salomon. Il y a eu une volonté, il y a une organisation. C'est l'armée israélienne qui est allée, qui a planifié le rapatriement de plusieurs milliers, une vingtaine de milliers de juifs éthiopiens qui étaient dans une situation extrêmement précaire à l'époque du régime de Mengistu, si je ne m'abuse. Donc à cette époque, on était dans une situation précaire. Ce n'est pas vrai aussi que c'est vrai qu'il y a des rabbins, par exemple, qui n'ont pas accepté de reconnaître la judaïté de ces juifs éthiopiens, mais que par exemple, le plus célèbre des rabbins dont on a beaucoup parlé, c'est le Rav Ovadia Yosef, qui lui était à l'époque grand rabbin d'Israël,
Israël qui a validé, contre l'avis d'autres sommités rabbiniques, l'identité juive de cette communauté, qui leur a permis donc de monter en Israël. Donc il y a à ce niveau-là, on ne peut pas refaire l'histoire. Et je crois que quelque part, le fait même que Emmanuel affirme ce qu'il affirme, je crois qu'il lui-même s'est imprégné au cours des 20 années où il a vécu en Israël de cet esprit de démocratie qui existe dans la société israélienne. C'est ce qui lui permet de décider où il veut vivre, là où il veut vivre. Peut-être que si d'autres Israéliens, d'autres Juifs éthiopiens qui vivent en Israël décident au contraire de combattre ici pour essayer d'améliorer leur situation, c'est tout aussi honorable. Merci Daniel Haïk. Et puis ce soir, retour au calme pour ce qui est des manifestations qui semblent marquer une pause. En Afrique, le Nigeria et pour la première fois des anciennes captives de Boko Haram qui racontent l'enfer qu'elles ont vécu avec leurs enfants aux mains de ces islamistes. L'armée nigériane a réussi cette semaine à libérer plusieurs centaines de ces femmes et enfants lors de combats violents avec les hommes de Boko Haram. Elsa Pariente. Désorganisés et contraints à la fuite, c'est l'image des combattants de Boko Haram qui apparaît sur cette vidéo. Des images aériennes rares diffusées ce jour. À pied ou en voiture, les membres de la mouvance islamiste cherchent à échapper au bombardement de l'armée nigériane. Une scène de tension extrême, mais aussi de libération pour plus de 300 femmes. Cette seconde vidéo montre cette fois ces femmes et enfants qui s'enfuient de la forêt de Sambisa. Une liberté soudaine et inespérée après plusieurs semaines ou plusieurs mois de captivité. Cette femme raconte étape par étape ce moment auquel elle n'osait plus croire. Quand le jet militaire s'est approché, nous avons entendu des coups de feu. Les combattants de Boko Haram ont dit que nous devions rester debout devant eux comme boucliers humains. Nous avons refusé. Puis nous avons entendu des balles voler ici et là. Ils se sont enfuis et nous ont laissés seuls. Ensuite, les soldats sont arrivés, mais ils n'ont pas réalisé immédiatement que nous n'étions pas des ennemis. Certaines d'entre nous ont commencé à prier et crier que nous étions des femmes et des enfants, mais certaines d'entre nous ont été écrasées par leurs camions. Quand ils se sont arrêtés, ils nous ont demandé de nous rassembler, ils ont demandé à leurs hommes de venir et de nous sortir de la forêt, et ensuite ils ont poursuivi les combattants de Boko Haram. Ces femmes ont été kidnappées lors de différents rapts survenus dans les États du Borno et de l'Adamawa. La progression de l'armée nigériane survenue dans le cadre de l'offensive régionale lancée contre la secte islamiste en février dernier a permis de les arracher à leur calvaire. J'avais gardé une radio secrètement à Sambisa. Je la cachais la nuit dans un coin de la forêt et j'écoutais les informations avec quelques amis. Et nous avons entendu que les soldats étaient en train de reprendre les villes à Boko Haram. Nous prions jour et nuit pour qu'ils viennent nous sauver et pour que si jamais nous mourions à Sambisa, Allah bénisse nos âmes. Ce sont au total plus de 700 femmes et enfants qui ont été arrachés aux joues de Boko Haram la semaine dernière. Les premiers témoignages tombent. Mariages forcés, sévices sexuels, femmes vendues comme esclaves. Les femmes et enfants libérés sont traumatisés. 275 d'entre eux ont été ce dimanche transférés vers un camp de déplacés. Beaucoup d'entre eux souffrent de malnutrition. On nous a laissés sans rien. Nous les mères, nous avions faim, donc nous ne pouvions pas produire de lait maternel. Et nos enfants avaient faim aussi. Mais ça va maintenant. Selon Amnesty International, environ 2000 femmes ont été enlevées par Boko Haram depuis début 2014. Si l'objectif est aujourd'hui d'aider ces femmes à retrouver une vie normale, les informations qu'elles seraient en mesure de fournir à l'armée pourraient être cruciales. Cruciales pour le Nigeria, mais aussi pour le Tchad ou le Cameroun, eux aussi victimes des exactions de la secte islamiste. Et à propos de la souffrance des enfants, un rapport très attendu a été présenté tout à l'heure en France. Rapport d'enquête sur 2 récentes affaires de pédophilie au sein même de l'éducation nationale. Bonsoir Léa Berdugo. Bonsoir Jean-Charles. Et donc après ces scandales, eh bien, le gouvernement envisage de nouvelles mesures. Exactement. Les ministres de la Justice et de l'Éducation nationale adoptent une stratégie offensive. Christiane Taubira et Najat Vallaud-Belkacem envisagent de faire adopter dès le 1er juin un texte qui vise à faciliter la transmission d'informations. Autrement dit, la justice aura le devoir d'informer l'éducation nationale ou toute autre administration d'ailleurs des condamnations de ses agents en contact avec des mineurs. Alors cette décision a été prise, vous l'avez rappelé, à la suite du scandale provoqué par les agissements de nature sexuelle imputés à un directeur d'école dans l'Isère et un professeur d'éducation physique en Ille-et-Vilaine. Alors le directeur d'école avait d'ailleurs été visé par 55 signalements, a indiqué aujourd'hui le procureur de Grenoble. Il peut y en avoir d'autres, mais cela ne veut pas dire 55 victimes, a déclaré le magistrat à cette occasion. Alors, la ministre de l'Éducation, Najat Vallaud-Belkacem, a réagi directement à ce cas. Je vous propose de l'écouter. Je le redis ici, comme ministre de l'Éducation nationale,
L'idée qu'on ait pu laisser un enseignant, un directeur d'école, continuer à exercer pendant des années au sein de l'Éducation nationale, alors même qu'il avait été condamné quelques années auparavant pour des faits de prédation sexuelle, est insoutenable. Alors comment cette transmission va se mettre en place ? Eh bien, il s'agit de faire adopter un amendement lors du prochain texte sur la justice examiné par le Parlement, un projet de loi qui sera donc examiné à partir du 1er juin. Et puis on attendait également de voir comment les ministres allaient répondre, car il y a eu des dysfonctionnements avérés dans les 2 dernières affaires de pédophilie dans l'éducation nationale. Effectivement, dans les 2 affaires, les inspections générales ont conclu à des dysfonctionnements partagés. Alors dans le dossier de Grenoble et celui de Rennes, eh bien, les parquets n'ont pas avisé l'éducation nationale, ni des poursuites, ni des condamnations, nous dit un rapport. Alors l'éducation nationale a également ses torts, en particulier dans l'affaire de Rennes, où des courriers et des informations se sont apparemment perdus, selon des enquêtes faites par la mission d'inspection. Alors l'amendement souhaité par le gouvernement envisage 2 cas de figure. Dans un premier temps, une information possible à l'appréciation du procureur au cours de l'enquête, et dans un second temps, une information obligatoire lors de l'engagement des poursuites et au moment de la condamnation. Alors cela fait nous poser certaines questions. Ces mesures posent effectivement la question du respect de l'enquête et surtout de la présomption d'innocence, notamment dans le cas d'une personne mise en cause, suspendue et qui bénéficierait finalement d'un non-lieu. Merci Léa Berdugo. La nouvelle princesse britannique a désormais un prénom, Charlotte, mais elle reçoit, elle aussi, Elisabeth et Diana. Allusion évidente à ses grands-mères, arrière-grand-mères, hommage également au grand-père. L'annonce officielle a eu lieu aujourd'hui après de nombreuses spéculations. Léa Volbert. Elle s'appelle Charlotte Elisabeth Diana. Après 72 heures de suspense haletant, le couple princier dévoile le prénom de la toute jeune princesse, officiellement Son Altesse Royale la princesse Charlotte de Cambridge. 2 lignes succinctes dans un communiqué pour annoncer la nouvelle que les Britanniques attendaient tant. Charlotte Elisabeth Diana, un triple hommage à la famille royale. Au prince Charles d'abord, son grand-père, à son arrière-grand-mère, la reine Elisabeth II, et enfin à la princesse Diana, la mère de William, décédée en 1997 dans un accident de voiture. Ce lundi, en début d'après-midi, 103 coups de canon ont été tirés par le plus ancien régiment de l'armée britannique en l'honneur du nouveau-né. 62 depuis la Tour de Londres, 41 depuis Green Park et 3 heures discontinues de carillon de l'abbaye de Westminster. Après une journée passée dans le palais londonien de Kensington, Kate, William et leurs enfants ont rejoint leur propriété d'Anmere Hall dans leur domaine royal où ils ont choisi de vivre à l'abri des regards. La jeune princesse inaugure une nouvelle règle de succession qui met fin à 300 ans de primogéniture exclusivement masculine. Elle arrive en 4e position dans l'ordre de succession au trône. Devant elle, Charles, William et George, son frère. Seuls les futurs enfants du jeune prince de 21 mois pourront ravir la place à Son Altesse Royale, la princesse de Cambridge. Alors, avec nous, Rudy Saada. Bonsoir, Rudy. Bonsoir, Jean-Charles. Et on va donc évoquer les réseaux sociaux qui ont réagi très vite, d'autant que cela, justement, est sorti d'abord sur Twitter. Absolument, c'est un signe des temps. C'est par un tweet que le compte officiel du palais de Kensington a annoncé en fin d'après-midi le nom, enfin, du Royal Baby numéro 2. Ce sera donc Charlotte Elisabeth Diana, dite princesse Charlotte de Cambridge, annonce un autre tweet envoyé dans la foulée. Alors, c'est un triple hommage. Charlotte, évidemment, c'est la féminisation du prénom Charles, le grand-père donc de la petite princesse, mais c'est aussi le second prénom de Pippa Middleton, la sœur de Kate. Elisabeth renvoie à son arrière-grand-mère et actuelle reine, et Diana évidemment à sa grand-mère disparue. Diana était d'ailleurs le prénom préféré des Britanniques. Alors c'est un hommage donc à 3 figures très populaires en Angleterre, qui aura été, comme vous le voyez, salué de manière quasi unanime sur internet, sans compter toutes les Charlotte qui elles aussi étaient très fières de porter le même nom que la petite princesse. Alors quant aux Alice, elles sont déçues car c'était avec Charlotte le prénom favori. Il faut savoir qu'il y a eu près de 20 000 paris individuels qui ont été effectués du côté de la société de paris Ladbrokes. C'est bien plus que le nombre de paris par exemple pour les élections législatives qui vont se tenir juste à la fin de cette semaine en Angleterre.
Alors, on va voir maintenant quelles ont été les réactions au sein de la monarchie et de la classe politique britannique. Oui, alors justement, du côté de la classe politique, Ed Miliband, le candidat travailliste aux législatives, lui s'est empressé de soigner son relationnel avec la couronne d'Angleterre avec un tweet se félicitant du prénom. Rien du côté de David Cameron. Par contre, aujourd'hui, David Cameron, son adversaire. Donc, pour signaler aussi le tweet de félicitations de Charles Spencer, c'est le frère de Diana qui salue évidemment cet hommage à la princesse de Galles. C'est en tout cas la fin du suspense qui aura duré 2 jours. Sachez qu'il y a 67 ans, les Britanniques avaient attendu 1 mois pour connaître le nom du prince Charles. Et comme le dit la tweeto Salomé Rainbow, eh bien désormais on connaît le prénom, on peut enfin reprendre une vie normale. Et c'est d'ailleurs ce que va faire la petite famille royale. Ils vont partir se reposer au plus vite dans leur maison d'Anmere Hall. C'est dans le domaine de Sandringham, dans le Norfolk. Il était temps de se reposer après toute cette agitation. Voilà, parce qu'il faut quand même noter que la princesse est restée que quelques heures à la maternité. C'est quelque chose d'assez Et c'est ce unique. qui a aussi étonné les internautes. Ça peut poser quelques questions. En tout cas, elle avait l'air en pleine forme après avoir accouché quelques heures auparavant. Voilà donc Charlotte, c'est ce qu'on va retenir parce qu'Elisabeth et Diana, ce sera pour les dîners familiaux à Buckingham. Merci Rudy Saada. Nous, on va se retrouver dans un instant évidemment pour la suite du Grand Direct. On ira au Népal où le bilan définitif est loin d'avoir été dressé. Et on craint évidemment que les 7000 morts déjà recensés ne soient pas justement le bilan définitif. Nous aurons le témoignage d'un secouriste justement qui revient du Népal et qui nous racontera donc dans quelles conditions évidemment très difficiles il a travaillé. Puis on parlera également de cette coalition gouvernementale israélienne qui se dessine sans Lieberman, qui a annoncé aujourd'hui donc qu'il ne se joindrait pas au nouveau gouvernement Netanyahou. À tout de suite. En Israël, la coalition du nouveau gouvernement se fera sans le ministre des Affaires étrangères. Avigdor Lieberman annonce qu'il ne participera pas au prochain gouvernement Netanyahou. Désaccord avec les partis religieux. Le Front National est en train de décider du sort de Jean-Marie Le Pen, mais sans Jean-Marie Le Pen. Le président d'honneur du FN a décidé de ne pas assister au bureau exécutif chargé de juger ces dérapages verbaux. La nouvelle princesse britannique a désormais un prénom, Charlotte, suivie d'Elisabeth et Diana. Hommage de William et Kate à toute la famille royale. Ce sera ce soir dans l'émission Reportage, juste après le Grand Direct, une enquête approfondie sur ces migrants qui quittent leur pays pour tenter de rejoindre l'Europe, souvent au péril de leur vie. On en a vu plusieurs exemples tragiques ces derniers temps, des migrants qui continuent de tenter cette traversée de la Méditerranée chaque jour. 500 d'entre eux ont encore été stoppés aujourd'hui, mais cette fois quasiment dès leur départ par les gardes-côtes libyens. Joseph Emmanuel. 500 migrants interceptés ce dimanche, mais cette fois du côté libyen. 5 bateaux pour une destination, l'Europe. Les gardes-côtes libyens ont repéré les embarcations à 8 miles nautiques des plages. Ils ont ensuite emmené ces centaines d'hommes et de femmes à Misrata, à 200 km à l'est de Tripoli, où des bus les ont conduits dans des centres de détention. Nous avons appris qu'il y avait une tentative de migrants illégaux d'aller en Europe. Donc nous avons enquêté à partir de cette information, puis envoyé une patrouille depuis Misrata. 5 bateaux ont été arrêtés, totalement remplis de migrants, près de 500 personnes. La plupart des migrants sont originaires d'Afrique. Dans la seule journée de samedi, ils étaient plus de 3000 personnes à être secourues et une dizaine a été retrouvée noyée. Mais même au péril de leur vie, les migrants disent qu'ils essaieront de nouveau car ils n'ont rien à perdre. Je viens du Nigeria et je vais en Europe pour ma famille, vous comprenez? Ma famille et moi, on souffre trop. Nous sommes très pauvres, nous n'avons rien à manger, rien du tout. Donc ce n'est pas un crime pour moi de risquer ma vie pour ma famille, pour une bonne vie. Je veux aller travailler pour faire survivre ma famille. Si je trouve une route, une occasion, je quitterai la Libye pour n'importe où en Europe. N'importe où en Europe et bien souvent depuis la Libye. En proie au chaos depuis la chute en 2011 du régime de Mouammar Kadhafi, ce pays n'a pas de véritable politique quant à ces milliers de migrants clandestins qui se retrouvent sur son sol. Du pain et des briques de jus comme seule nourriture en attendant la traversée. Ils sont des centaines chaque jour à embarquer depuis ces côtes, toujours sur des radeaux de fortune. Face à ces drames en série, l'Union européenne renforce sa présence en mer. 2 navires de la marine de guerre allemande ont accosté en Crète et les membres de l'Union se concertent de plus en plus
Un objectif, porter secours à ces milliers de migrants. Au Népal, le gouvernement souhaite désormais le départ des équipes de secours étrangères pour permettre une meilleure coordination des moyens locaux. Le bilan définitif, lui, devrait se situer autour des 10 000 morts, estiment les autorités népalaises. Notre envoyé spécial Maël Benoliel, qui vient de revenir du Népal, nous remémore ces scènes de drames qui ont parfois côtoyé des scènes de miracles depuis le séisme. Un reportage. Le Népal entre la vie et la mort, du chaos à l'espoir. Pemba Lema, un adolescent de 15 ans, est devenu l'un des symboles de la catastrophe qui a frappé le pays de plein fouet. Après avoir été retiré des décombres par une des nombreuses équipes de secours venues des 4 coins du monde, il a été emmené à l'hôpital de campagne mis en place par Israël, dans la périphérie de la capitale, Katmandou. Les médecins ont été surpris de le trouver presque indemne. Il a effectivement passé plus de 120 heures dans les ruines de l'auberge dans laquelle il travaillait au moment où la terre a tremblé. Les miracles sont rares. Difficile d'imaginer qu'il y a encore quelques jours se trouvait à cet endroit un immeuble résidentiel de 16 étages. Peut-être y a-t-il une chance, mais elles sont infimes. On continue de chercher. Ici, aucun miracle n'aura lieu. Pourtant, les équipes de secours népalaises, soutenues par celles arrivées d'Inde, travaillent sans relâche. 2 cadavres sont sortis des ruines devant la famille consternée qui doit identifier les corps. De retour à l'hôpital de campagne de Tsahal, la scène est tout autre. Un bébé en parfaite santé vient de voir le jour. La maman était déjà à un stade avancé. Elle n'a eu besoin que d'un tout petit peu d'aide de notre part. Et voilà le résultat, un beau gros bébé. Le père est ravi, la mère se porte bien. Épuisée, elle donne pour la première fois le sein à son enfant. Une touche d'espoir au milieu du chaos. À Katmandou, les scènes de destruction sont omniprésentes dans toute la ville. Mais la vie, après quelques jours, revient doucement à la normale. Ce qui est loin d'être le cas des villages éloignés de la capitale. Dans ces régions montagneuses, beaucoup de ces localités ont été anéanties. Là-bas, des milliers de personnes sont encore portées disparues. Les blessés, eux, sont livrés à eux-mêmes. Seul le temps pourra révéler l'étendue réelle des dégâts. Ces médecins, des bénévoles français et israéliens de l'association Sauveteurs sans frontières, ont réussi à se rendre dans ces endroits laissés pour compte. Pour y parvenir, plus de 10 heures de route, en jeep et en hélicoptère. Grâce à eux, plus de 400 blessés ont pu être pris en charge. Pendant ce temps-là, à Katmandou, certains habitants ont déjà commencé à quitter les parcs publics pris d'assaut après le séisme. La vie doit reprendre son cours. Par peur de possibles répliques, beaucoup ont préféré se réfugier ici, accompagnés par ceux dont les maisons ont été détruites. Ma maison est détruite. Je partirai d'ici quand j'aurai une nouvelle maison. On va vous donner une nouvelle maison ? Non, monsieur. Ces derniers se voient d'ailleurs dans l'obligation de rester ici, dans des tentes de fortune. À quelques pas de là, dans le quartier de Durbar, les temples hindous n'auront pas résisté au plus grand séisme que le Népal ait connu ces 80 dernières années. Mais au milieu des ruines, un temple est pourtant intact, celui de Kumari, une jeune fille vénérée comme une déesse vivante selon la tradition locale. Un de ses serviteurs nous confie que cette dernière est saine et sauve. Une semaine jour pour jour après la catastrophe, les équipes de secours ainsi que les bénévoles étrangers comme les journalistes commencent à quitter le pays. C'est à l'aéroport de Tribhuvan que nous retrouvons l'équipe de Sauveteurs sans frontières. De notre point de vue, notre mission est accomplie. On peut dire que c'est un succès, mais elle n'est pas terminée. Il reste beaucoup de travail ici, reconstruire et venir en aide aux gens. Des années seront probablement nécessaires à ce pays, l'un des plus pauvres d'Asie, pour se relever d'une telle catastrophe. Mais le chaos engendré est pourtant rempli d'espoir, car annonciateur d'une renaissance. Voilà donc pour ce reportage de Maël Benoliel dans lequel on vous a vu évoluer. Ariel Lévy, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le président fondateur de Sauveteurs sans frontières, qui est donc cette association franco-israélienne de sauveteurs comme vous, qui partent sur des lieux où se déroulent ces tragédies. Vous étiez dans les zones qui étaient les plus éloignées, les plus reculées du Népal. Qu'est-ce que vous avez vu là-bas? Parce que la situation était beaucoup plus dramatique, on l'imagine, qu'à Katmandou. Exact. Nous sommes arrivés dans une zone où en fait aucune ONG n'était encore arrivée.
Ça a été, on va dire par hasard, mais un des médecins de l'hôpital de Bir, après que nous avons aidé les médecins locaux pendant 2 jours, nous a dit qu'il y a une région très éloignée, très difficile pour y arriver, où il y a encore beaucoup de blessés et très peu de médecins. Alors on s'est tout de suite dirigé vers cet endroit-là. Comment vous avez fait justement, parce que comment vous circuliez là-bas, c'était compliqué, mais pour nous il n'y a rien de compliqué. Sauveteurs sans frontières, c'est sans frontières. On fait tout pour arriver là où il y a besoin de nous. C'était compliqué, c'était difficile, mais on est arrivé dans cette ville qui s'appelle Melamchi. Et c'est là où en fait nous a reçu le général de l'armée dans cette région-là, et qui nous a amenés dans le camp militaire et nous a posé la question: est-ce que vous pouvez très vite installer un hôpital de campagne, car à partir dans un quart d'heure, 20 minutes, des blessés vont arriver des montagnes dans tous les environs. Et en fait, il nous a dit qu'il y a des centaines de blessés qui étaient depuis 4 jours qui n'ont pas été soignés parce que personne n'est arrivé vers eux. Et il a eu enfin l'accord du gouvernement d'avoir un hélicoptère à sa disposition. Et c'est là où en fait le manège d'hélicoptère est arrivé, mais c'était des quantités assez importantes de blessés avec des blessures aussi très importantes et très, très compliquées. Mais nos médecins, qui sont des spécialistes et qui ont vu beaucoup de choses, et en Israël et à travers le monde, ont su vraiment répondre à ce qu'il fallait vraiment, et on a réussi, grâce à ça, à soigner beaucoup de vies. Ce sont des populations népalaises que vous avez soignées. Il y avait aussi des étrangers, parce qu'on sait que beaucoup de touristes encore, certains sont portés disparus. C'était dans ce secteur-là aussi? On a eu très peu de touristes par rapport à la population qu'on a soignée, mais en fait, c'était les hélicoptères amenaient les blessés dans des zones où personne ne pouvait arriver, ni en voiture, ni presque à pied. C'est seulement le 3e jour où on nous a demandé de plier l'hôpital et de s'organiser pour aller dans un autre endroit. Et c'est là où on a marché encore 4 heures. À la marche, on ne pouvait même pas arriver en voiture. C'était la montagne, il fallait monter quelques 1200 mètres à peu près. C'est une marche d'à peu près 4 heures, 4 heures et demie. Mais il nous a accompagnés avec 25 soldats de son équipe pour porter tous les sacs à dos et tout le matériel. Et c'est là où on est arrivé dans un village qui était complètement détruit. C'est-à-dire qu'il ne restait plus aucune maison qui était construite. Et il y avait ici encore beaucoup de blessés. On a soigné plus de 170 blessés dans ce petit village qui s'appelle Ichok, dans le nord du Népal. Comment vous avez été accueillis là-bas? Parce que vous le disiez, c'était des endroits où personne n'allait, les secouristes n'étaient pas encore arrivés. Vous avez été vu un petit peu comme la providence par ces gens-là? C'était intéressant de voir que ces gens sont un peu éloignés, on peut dire presque séparés du monde. Ils étaient très surpris de nous voir, mais aussi quand une partie d'eux, on devait absolument les envoyer à l'hôpital, ils ne voulaient pas quitter leur village. Il y avait même 2 bébés qui étaient grièvement atteints. Pour nous, c'était obligatoire de les envoyer à l'hôpital. On savait que pour ça, il faudrait les porter sur le dos et marcher toute cette marche, mais il fallait absolument le faire. Et les mamans ne voulaient rien entendre, parce qu'on a remarqué que pour elles, c'est le centre du monde est ici, et il n'y a aucune raison qu'on aille autre part. Ça nous a pris quelques heures pour les convaincre, en leur disant que si on ne le fait pas, c'est possible qu'en 24 heures, ce bébé sera mort, car ils avaient une fracture très profonde dans le crâne, qui était déjà avec du pu, etc. Et c'est seulement après beaucoup de temps qu'on a réussi à les convaincre, avec l'aide des soldats qui nous encourageaient aussi, qu'on a réussi à les convaincre de les emmener dans ce camp militaire où on était avant. À ce moment-là, ils ont été emmenés avec l'hélicoptère à Katmandou pour être à l'hôpital. Combien de personnes vous avez emmené avec vous pour participer à cette opération? Nous étions 8 qui sont sortis d'ici, mais se sont joints à nous encore 3 bénévoles qui étaient par hasard, mais il n'y a pas d'hasard au Népal. D'ailleurs, 2 parmi eux, ils sont déjà depuis 3 mois au Népal, ça fait qu'ils parlaient la langue. Ils nous ont beaucoup aidés pour interpréter, c'est-à-dire pour traduire entre les médecins et les gens qui étaient blessés, ce qui était aussi très très important pour leur donner une sécurité, qu'on fait partie d'eux, qu'on parle leur langue, et ça a beaucoup aidé pour que les choses avancent beaucoup plus vite. Et grâce à ça, je pense, comme dans le reportage vous avez vu, plus de 400 blessés ont été soignés, parmi eux une partie qui était grièvement atteinte. Le manège d'hélicoptères a très bien fonctionné, c'est-à-dire il y avait des hélicoptères qui amenaient les blessés, et toutes les quelques heures, un gros hélicoptère de l'armée qui venait pour prendre les blessés qui étaient beaucoup plus graves et qu'il fallait absolument envoyer à l'hôpital. Ça fait que toutes les 5 heures à peu près, il y avait 28 blessés qui pouvaient monter dans cet hélicoptère pour aller à l'hôpital dans la ville. Merci beaucoup Ariel Lévy. Je rappelle donc que vous présidez, vous avez fondé cette association Sauveteurs sans frontières. Vous revenez du Népal tout juste. Merci d'être venu témoigner dans ce studio. On parle politique à présent et on va revenir en détail sur le coup de théâtre d'aujourd'hui avec Avigdor Lieberman qui annonce qu'il ne participera pas au futur gouvernement Netanyahou. Joseph Emmanuel. Il considère que ces demandes ne sont pas entendues par le Premier ministre Netanyahou. Avigdor Lieberman refuse donc d'entrer dans le prochain gouvernement israélien. Il était pourtant en position de force, en apparence du moins.
De multiples sources font état depuis plusieurs mois d'un Lieberman lassé par ce qu'il ressent comme du mépris de la part du Premier ministre. La fin de non-recevoir qu'il adresse à Benjamin Netanyahou était attendue par les commentateurs politiques, mais reste surprenante. C'est par des mots durs que l'actuel chef de la diplomatie israélienne explique ses motivations et le dilemme auquel il a fait face. Finalement, notre dilemme a été de choisir entre nos principes et des sièges au Parlement. Nous avons choisi nos principes. Ce qui est en train de se construire n'est pas un gouvernement d'union nationale, mais un gouvernement d'opportunistes et de conformistes. 61 mandats pour la plupart signés, obtenus par le Premier ministre. Une majorité d'un siège sur un Parlement qui en compte 120, une majorité affaiblie par le refus d'Avigdor Lieberman d'y ajouter ses 6 sièges, mais une majorité tout de même suffisante pour gouverner. Le parti d'Avigdor Lieberman se relègue donc tout seul dans l'opposition, alors que lui étaient offerts les prestigieux portefeuilles de l'intégration et des affaires étrangères, du jamais vu pour un parti ayant fait un score si faible lors d'élections. Alors pourquoi Avigdor Lieberman refuse-t-il d'intégrer le gouvernement? Lui fait part de désaccords sur des questions de fond avec les partis ultra-orthodoxes, au sujet par exemple de leur refus d'effectuer le service militaire. Son entourage fait part de motivations différentes, mal aimé par les cadres du parti Likoud et affaibli dans son propre parti dont l'électorat diminue à vue d'œil, il sait qu'il n'a pas d'avenir politique. Benjamin Netanyahou a encore 2 jours pour former sa coalition gouvernementale et même si l'avenir politique d'Avigdor Lieberman s'assombrit, le Premier ministre pourrait tout de même laisser à son ancien colistier une porte ouverte en lui gardant au chaud les 2 portefeuilles proposés. Il s'efforce de constituer avec les partis nationalistes et religieux une majorité de 67 députés, une configuration qui ne sera pas possible sans l'entrée dans l'arène d'Avigdor Lieberman. Alors, y a-t-il un conflit justement entre Lieberman et les partis religieux? Que va devenir cette coalition? On va parler de tout cela juste après une petite pause, mais je vous présente déjà nos invités. Bonsoir Laurent Siget. Bonsoir. Vous êtes donc membre du parti travailliste, l'Union sioniste, comme il fallait l'appeler durant cette campagne. Bonsoir à vous David Temstedt. Vous êtes le porte-parole francophone du parti Chasse, qui est en train, je crois, de signer d'ailleurs son accord de coalition. C'était pas fait. C'est ce qu'on entend dans les médias. Voilà, donc c'est exact, c'est en cours. Donc vous ferez bien partie de cette coalition. Merci d'être là. On va se retrouver dans un instant donc pour évoquer cette actualité politique brûlante qui perturbe en tout cas ce que l'on attendait, à savoir une coalition de 67 sièges pour Netanyahou. Il faut enlever ce soir les 6 de Lieberman. Il en reste 61, ça fait encore très courte majorité. On se retrouve dans un instant, on en parle avec vous. Merci à vous, à tout de suite. Quid de la coalition Netanyahou, donc après le refus de Lieberman, on en parle avec Laurent Siget, parti travailliste, David Temstedt, parti Chasse. Vous êtes surpris ou pas de la décision de Lieberman? Il a été magnifique aujourd'hui. Je veux dire, pour une fois, moi c'est pas mon camp, c'est un adversaire politique, mais il a été magnifique de A à Z. C'est-à-dire parce qu'il a il a compris exactement quel était le problème. Il allait faire partie d'un gouvernement qui peut-être va annoncer la fin du sionisme en Israël tel qu'il est aujourd'hui. Vous êtes d'accord? Est-ce que les religieux qui sont montrés du doigt finalement par Lieberman, c'est le problème finalement de cette nouvelle coalition? Non, il faut resituer le problème. Je pense qu'Avigdor Lieberman a eu une campagne électorale très difficile avec un résultat qui l'a énormément déçu. Il est tombé finalement sous la barre des 10 qui, depuis déjà 10 ans, ne lui était pas arrivé. Il a aujourd'hui seulement 6 députés à la Knesset et il a compris de toutes les façons, ce qui était très dur pour lui et pour sa stature d'homme politique déterminant dans ces 10 dernières années en Israël, qu'un gouvernement de droite pouvait se former sans la présence d'Israël Beitenou et de son parti. Donc, puisqu'il y a effectivement pour Netanyahou apparemment, d'après ce qu'on entend, le parti Chasse est en train de signer. J'espère que demain, le Baït Yehudi va aussi signer. On aura un gouvernement de 61 députés dans la Knesset qui sont avec Benjamin Netanyahou comme Premier ministre. Donc Lieberman sait très bien, il s'est calculé, que sa présence dans le gouvernement n'est pas indispensable. Le gouvernement peut se former sans Avigdor Lieberman. Pour Avigdor Lieberman, c'est extrêmement difficile. Et il a compris que même si Benjamin Netanyahou, le Premier ministre, lui a proposé de garder son poste, c'est-à-dire au ministère des Affaires étrangères, Avigdor Lieberman a compris que ce poste-là serait un poste qui dépendrait complètement du programme et des intentions de Benjamin Netanyahou. Et pour lui, c'est inacceptable. Donc je pense que ce soir, c'est se précipiter que de prendre au sérieux ce que fait Avigdor Lieberman. Je pense que c'est simplement une mise aux enchères de sa présence dans une future coalition qui, apparemment, d'après ce qu'on entend, va commencer avec 61 députés et ensuite va s'élargir. Et je pense, et il est possible d'envisager une future entrée dans le gouvernement, peut-être
1 mois, 3 mois, 6 mois, 1 an, 2 ans, je ne sais pas, peut-être du Parti travailliste, de l'Union sioniste, et peut-être un retour de Avigdor Lieberman. Rien n'est à exclure. Moi, je crois qu'il faut pas mettre tout sur le compte du cynisme politique. Je crois qu'il faut quand même parler à la base de l'accord qui a été signé. Parce qu'en fait, Chasse aujourd'hui n'est pas un problème. Chasse, les Marocains qu'ils ont reçus, là, les deux ministres, c'est pas ça le problème aujourd'hui. Par contre, le problème principal, c'est l'accord entre Agudat Israël et le Likoud. Donc le parti orthodoxe. Il faut quand même savoir, il faut quand même qu'on fasse, je ne veux pas faire mon Stéphane Bern, mais quand même il faut qu'on sache quand même qui est le parti Agudat Israël, qui est un parti qui a été créé en 1912 en Pologne à Katowice, qui est un parti qui représente les chassidim, principalement les chassidim en Israël, et qui est un parti qui a été quand même le seul, lorsqu'en 1936, il y a une commission qui s'appelait la commission Peel, qui a parlé de séparer les Arabes des Juifs, qui a été le seul parti juif à s'opposer à l'existence de l'État d'Israël. Donc ça vous fait quand même un petit contexte politique. Maintenant, il faut savoir ce qui a été mis dans cet accord, parce qu'il y a des choses ahurissantes. Moi, j'ai passé 1 heure, je peux vous dire que le peu de cheveux qui me restent se sont dressés sur ma tête, parce qu'il y a des choses ahurissantes. Bon, le fait qu'ils reçoivent un ministre de la Santé, un vice-ministre, parce qu'il faut aussi savoir que par idéologie, ces gens ne prennent pas de poste de ministre parce qu'ils ne veulent pas s'occuper de l'entièreté de la population, mais seulement des gens qui leur sont proches de leur propre secteur. Donc ils acceptent qu'un poste de vice-ministre, jamais de ministre complet. Donc ils vont avoir un vice-ministre de la Santé, ok, vice-ministre de l'Éducation nationale pour s'occuper exclusivement des yeshivot, président de la Commission des Finances, président de la Commission des Sciences et Technologies. Vous comprenez que le nombre de prix Nobel qui sont sortis du système éducatif à Agudat Israël, ils sont extrêmement limités, donc ils ont reçu comme prix les sciences et les technologies. Alors là, il y a des choses extraordinaires. Ils ont dépénalisation du non-enrôlement à l'armée. Ça, c'est la mesure phare de Yair Lapid et de Bennett. Alors évidemment que j'approuve, et il faut être très très clair là-dessus. Il est inacceptable, et on ne peut pas envisager que dans un État juif démocratique, un jeune qui fréquente une yeshiva, c'est-à-dire un institut d'études talmudiques, pour la simple raison qu'ils veulent rester étudier la Torah, soit puni pénalement et risque une peine de prison. Il est inadmissible d'envisager des sanctions pénales pour un jeune étudiant qui voudrait rester dans sa yeshiva, étudier nos textes de Torah, notre patrimoine. Il peut rester dans sa yeshiva et étudier, mais pas sur le compte des gens en Israël. Il n'est pas possible aujourd'hui que nous continuions les subsides. Mais attendez, il y a des choses extraordinaires dans cet accord. Mais ça, c'est quand même la mesure qui fait... Non, ça c'est une des mesures. Attendez, il y a des choses extraordinaires. L'interdiction des fouilles archéologiques lorsqu'on trouve un os, ça a l'air comique pour les gens, mais c'est quand même dramatique parce que du point de vue scientifique, c'est... L'annulation de la réforme des conversions. On avait fait un pas vers les gens qui voulaient se convertir et rejoindre le peuple juif, surtout les gens qui vont à l'armée, des choses comme ça, et faire un pas pour réformer les conversions, annulation des conversions. Alors rétablissement, attends là, parce qu'il y a 3 points et je me tais. Alors, ça, c'est le gouvernement s'engage à compenser. Écoutez bien, les 10 commandements, il faut s'y remettre. Tu ne voleras point. Il faudra quand même se remettre dans le basique, parce que là, visiblement, ils ne comprennent pas très bien les 10 commandements. Le gouvernement s'engage à compenser une éventuelle décision d'un tribunal à l'encontre d'une institution ultra-orthodoxe. C'est-à-dire que s'ils volent ou qu'ils sont condamnés et qu'ils ont une perte de subside, le gouvernement s'engage, malgré le fait que la Cour ait condamné l'institution, à la compenser. Ça, c'est pas le plus... Attendez, le pompon. Une institution ultra-orthodoxe qui sera prise en flagrant délit de rapport fictif à l'État. Ça, c'est signé par le gouvernement du Likoud. C'est-à-dire que si vous dites aujourd'hui que dans votre yeshiva, vous donnez le chiffre de 50 étudiants au ministère de l'Éducation nationale, vous avez 50 subsides. S'ils font un rapport fictif, eh bien, ils ne pourront plus. Ça aussi, c'est dépénalisé. Donc, on ne peut pas les mettre en prison lorsqu'ils ne veulent pas faire l'armée. On ne peut pas les mettre en prison lorsqu'ils volent non plus. Et si on vous dit voler, si vous êtes pris, vous ne serez pas mis en prison. C'est quand même extraordinaire. Ils font passer les subsides pour le Talmid Yeshiva de 450 anciennes mesures qui avaient été annulées à 850, y compris des gens venant de l'étranger qui vont être subventionnés avec mes impôts, c'est-à-dire que si quelqu'un vient d'Anvers étudier dans un yeshiva en Israël, eh bien moi je dois subventionner le Belge qui vient d'Anvers. Ce n'est pas normal. On ne m'a pas demandé mon avis. Toutes ces lois pour ces 5 députés vont me coûter à moi en tant qu'Israélien, 5 milliards de shekels pour 5 députés. C'est 1 milliard de shekels le député. Okay. Alors, je ne voudrais pas entrer dans la polémique, je voudrais me concentrer sur... il faut rentrer dans la polémique. C'est ça le nœud du problème. Il faut rentrer dans la polémique. Je voudrais me concentrer sur l'essentiel des sujets, parce que vous allez très vite et superficiellement là. Écoutez, M. Sige. Ah non, moi j'ai... Écoutez, M. Sige. J'étais très à fond. Ce qui est important dans cet accord, d'abord là, vous me faites parler de l'accord qui a été signé avec Yadut HaTorah, mais avec lequel, je tiens à le rappeler, Chasse
est complètement d'accord et a participé à ces accords. Et bien évidemment, c'est un accord qui a été négocié de pair avec le parti Chasse et Yadot Torah ensemble. Il faut savoir, et je tiens à vous dire, monsieur Sigé, de dire simplement que les partis religieux s'occupent de leurs intérêts, c'est faux. Alors pourquoi est-ce qu'ils n'acceptent pas un poste de ministre? Écoutez, monsieur Sigé, je vais vous expliquer d'abord dans les chiffres. D'abord, il faut d'abord clair sur une seule chose. Pourquoi est-ce qu'ils ne veulent pas être ministres, seulement vice-ministre? Il faut savoir que ce qui a été signé dans cet accord, premièrement, permet à toutes les familles nombreuses et à toutes les familles qui ont 3 enfants de récupérer des allocations familiales qui avaient à partir de 5, à partir de 3 ans. À partir de 5. Une toute petite augmentation à partir de 3, une double augmentation à partir de 5. Il faut dire. Les chiffres et moi, ça, je peux vous dire, je m'y connais. Attention, monsieur Sigé. Le parti Yadot Torah et Chasse se sont battus pour restaurer une politique sociale en Israël. C'est pas une politique sociale. Attendez, écoutez-moi. Les allocations. Il ne faut pas dire n'importe quoi. Je vais vous dire un truc simple. Aujourd'hui, le parti d'Agudat Israël a exigé que les subventions pour le logement qui sont attribuées par le ministère du Logement soient enlevées aux gens qui travaillent. Est-ce que vous comprenez ce que je viens de dire? Les gens qui travaillent ne pourront plus être subventionnés dans leur logement. Seulement les gens qui font des enfants et qui ne travaillent pas. Devinez à qui profite le crime. Certainement pas aux gens qui habitent au centre du pays. Certainement pas aux classes moyennes. Et moi, je suis là pour représenter les classes moyennes. Dans cet accord sont réhabilitées les allocations familiales pour toutes les familles nombreuses à partir de 3 enfants. Et il faut savoir que dans le surplus de ce budget, qui a été donc encouragé par les partis religieux, 2 tiers de ces montants vont profiter à des familles qui n'appartiennent pas à ce qu'on appelle les familles religieuses. Deuxième point très important, le député Yaakov Litzman du parti Agudat Israël, Yadot Torah, d'accord, s'est battu pour que tous les soins médicaux pour les enfants jusqu'à l'âge de 18 ans soient remboursés par la Coupat-Cholim, c'est-à-dire par ici la sécurité sociale locale. Toutes ces demandes-là et tout ce qui a été signé dans cet accord concerne non seulement, bien évidemment, le public religieux, mais aussi l'ensemble des citoyens israéliens. Donc, monsieur Sigé, de dire... Attendez. Monsieur Sigé, laissez-moi terminer. Laissez-moi terminer. Et je vais vous dire quelque chose de plus conceptuel, parce que je sais que vous aimez la hauteur dans le débat. Si on sort un peu de cette petite discussion un peu de bas étage, je vais vous dire quelque chose d'important. Je veux dire quelque chose d'important. On reproche souvent aux partis religieux des partis qui s'occupent simplement de leur électorat. C'est faux et archi faux. Simplement, il faut savoir quelque chose, et on est en train de le voir avec ce qui se passe avec les Éthiopiens. Si les grands partis ne s'occupent pas de toutes les populations qui sont présentes en Israël, alors ils laissent la place à des petits partis se développer. Le jour où le parti travailliste que vous représentez s'occupera des défavorisés en Israël, vous verrez le parti Chasse diminuer, ce que je n'espère pas, et vous verrez le parti de Carlo aussi diminuer. Vous ne vous occupez pas de vos populations, c'est pour cela que les autres partis politiques s'en chargent. Merci David Tempsted, merci Laurent Jugé, vous reviendrez, c'est promis, on n'a pas le temps d'aller plus loin. Merci à vous. Merci à vous.